Nous entamons maintenant la discussion générale. Monsieur Hubert Ott pour le groupe démocrate pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte que je vous propose d'adopter sous l'impulsion du groupe démocrate concerne un patrimoine essentiel pour notre pays, nos forêts. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, à la lumière de ce que nous révèle la crise climatique, la crise énergétique, la crise du vivant, nous avons le devoir de redéfinir la vocation de nos forêts compte tenu de l'importance de ces dernières en tant que ressources essentielles pour répondre aux effets produits par les 3 crises précitées. La forêt, c'est un complexe végétal capable à lui seul de tempérer les excès de chaleur et de sécheresse qui sévissent particulièrement de nos jours, simplement par son aptitude à libérer quotidiennement d'impressionnantes quantités de vapeur d'eau rafraîchissantes par l'évapotranspiration. La forêt, c'est aussi le bois, celui-là même qui incarne parfaitement un recours à l'énergie renouvelable. Enfin, nos forêts sont potentiellement de magnifiques écosystèmes où l'inventivité et la créativité du vivant rendent possible une cohabitation insoupçonnée d'espèces tant végétales qu'animales, formant ainsi parmi les plus impressionnantes chaînes du vivant. Elles sont de fait de véritables sanctuaires de biodiversité qui, pour se pérenniser, n'engendrent aucune dépense et ne grèvent pas nos budgets. Conséquence directe du changement climatique, les incendies qui ont frappé durement nos massifs boisés cet été et qui se produisent très régulièrement depuis plusieurs années, nous rappellent dramatiquement que nous avons une obligation morale, celle de nous pencher sur le sujet et de revoir en profondeur notre conception de ce monde qu'est la forêt. Les forêts françaises font l'objet depuis longtemps d'une approche sylvicole, car ce sont des forêts de production. Notre démarche et notre vision pour l'avenir n'excluent en rien cette vocation. Cependant, elle vise à la rendre véritablement compatible avec une approche authentiquement écologique qui consistera donc à choisir le type de production, le rythme de production, la technique de production qui seront ceux adaptés au respect de la dynamique naturelle par laquelle la forêt deviendra pleinement ce qu'elle doit être, un écosystème à part entière qui n'en sera pas moins productif. L'écosystème, dans son acception scientifique la plus rigoureuse, c'est la cohabitation d'un monde vivant, végétal comme animal, dense et apte à perdurer du fait des équilibres qui s'installent entre les besoins du vivant et les conditions physico-chimiques du milieu, ainsi que les ressources que ce dernier leur met à disposition. Si aujourd'hui nous décidons de concevoir la forêt en ayant conscientisé parfaitement ces réalités, nous réussirons demain le pari d'une écologie et d'une économie forestière enfin conjuguées et portées comme une réponse pertinente aux défis climatiques qui nous obligent. Je tiens à rajouter à ce préambule un facteur essentiel qu'incarne chaque arbre de nos forêts, celui du temps, le temps long. Si notre monde, celui des humains, intégrait le temps long dans son raisonnement économique et financier, tout arbre, et forcément la forêt entière, serait considérablement réévalué. Il surpasserait, et de loin, la valeur des bâtis les plus prestigieux. Ainsi, reconnaissons à l'arbre qui a besoin du temps long et à l'écosystème dans lequel il s'épanouit à la faveur du même temps long, la dimension patrimoniale qui est la leur. Cela nous amènera un jour à repenser notre économie globale, que l'on appellera peut-être la transition économique. À la lumière de cette réflexion, la proposition de loi que nous allons examiner vise un sujet précis qui, s'il n'est pas abordé par tous ces aspects, contrevient à notre ambition économique et écologique pour nos forêts. Ce texte a pour but de limiter le développement des clôtures autour des forêts privées. Ces dernières représentent 75% de la surface forestière française, soit près de 13 millions d'hectares sur le territoire métropolitain. Leur engrillagement n'est pas sans conséquences. Leur premier impact négatif touche au développement économique et touristique des territoires concernés. Leur second impact négatif touche directement la santé de nos arbres et des sols, davantage impactés par la réduction de l'espace de circulation pour le grand gibier.
Leur troisième impact négatif consiste en une atteinte à la biodiversité, car l'empêchement de la libre circulation du vivant pose un problème de brassage génétique pour toutes les espèces concernées, ce qui conduit à une fragilisation et à un appauvrissement des peuplements. On prend fréquemment l'exemple de la Sologne pour illustrer ce problème, car on retrouve sur ce territoire plus de 3000 km de grillage. Sans cadre juridique clair, ces grillages supplantent les dimensions réglementaires et franchissent le cadre de leur mission première de délimitation de la propriété privée pour servir un objectif de captation et de rétention du gibier. À l'enlaidissement des paysages naturels boisés, auxquels ils participent indiscutablement, l'engrillagement est aussi la cause des grandes difficultés d'accès. Or, l'accès à l'ensemble des parcelles forestières est essentiel, comme par exemple pour l'Office français de la biodiversité qui remplit des missions fondamentales nécessaires. Plus préoccupante sera la même situation face à des catastrophes naturelles ou des sinistres, tels que les incendies de cet été. Dans ce cas précis, ce sont nos soldats du feu qui sont empêchés d'agir avec l'efficacité qui s'impose. Je tenais à m'arrêter à nouveau sur les risques provoqués par l'entrave à la libre circulation des animaux sauvages. Par-delà le risque de blesser ces animaux avec l'utilisation de matériaux coupants, il y a le maintien de ces animaux dans un espace fermé et ses conséquences. Piétinement des sols forestiers, altérant la flore mucinale et fongique, ainsi que leur caractère spongieux, particulièrement apte à la rétention naturelle d'humidité. Surconsommation des jeunes pousses, empêchant la régénération naturelle arborée. Surconcentration de gibier, créant un terrain propice à la prolifération de maladies et à la multiplication des risques sanitaires. Bien entendu, cette proposition de loi prend en compte les besoins des exploitations agricoles et sylvicoles en prévoyant des exceptions qui permettent tant aux agriculteurs voisins de protéger leur production et leurs revenus qu'aux forestiers de préserver et d'isoler les secteurs de régénération des peuplements boisés. Le texte proposé prévoit par ailleurs des amendes en cas de violation de la propriété privée. Celles-ci peuvent paraître élevées pour le franchissement de ces limites, mais elles portent avant tout un caractère dissuasif, assurant ainsi la sécurité des usagers qui pourraient se retrouver dans une zone de chasse. Si grâce à cette disposition, une seule vie peut être sauvée, alors cette mesure sera plus que justifiée. J'aimerais enfin revenir sur nos travaux concernant ce texte en commission. Je veux ici saluer l'ensemble de mes collègues, sans oublier celles et ceux des groupes d'opposition, qui, au cours de l'examen de ce texte, loin de l'effervescence de ce demi-cercle, au deuxième sous-sol du bâtiment, se sont entendus sur la plupart des amendements permettant un vote à l'unanimité de cette proposition. Chère présidence du LESI, la préservation des forêts permet, mieux encore que le football, de rapprocher celles et ceux qui ne cheminent pas ensemble. Nous avons eu de nombreux débats, notamment sur la rétroactivité du dispositif de mise en conformité des clôtures. Après large concertation, nous proposerons aujourd'hui une prescription trentenaire d'un terrain privé, c'est-à-dire que soient concernées par la mise en conformité les clôtures de moins de 30 ans à la date de publication de la loi. Depuis cette tribune, je vous invite donc à faire collectivement honneur à nos forêts et à ce grand patrimoine français qu'elles incarnent. C'est une proposition en faveur de la libre circulation des animaux, pour une loi de préservation de la santé du gibier sauvage. C'est une proposition en faveur du remplacement des barrières artificielles par des barrières naturelles, pour une loi multipliant les essences d'arbres et d'arbustes qui enrichiront le paysage et le patrimoine forestier. C'est une proposition qui garde au cœur la préservation de la sylviculture, pour une loi en phase avec nos objectifs de décarbonation et de meilleure santé de nos forêts. Cette proposition est à l'image de l'équilibre recherché par le rapporteur et le groupe démocrate, celui de la cohésion, de la convergence des intérêts agricoles et de loisirs et sportifs avec nos obligations de protection, de préservation et de régulation chères à nos concitoyens. Aussi, je saisis cette occasion pour saluer le travail du rapporteur Richard Amos et celui du sénateur Jean-Noël Cardoux. Pour finir, au vu des enjeux et face aux défis climatiques, énergétiques et écologiques, je souhaite, avec mes collègues du groupe démocrate et indépendant, et j'en suis persuadé avec vous tous sans exception, que ce texte qui mérite toute l'attention de la représentation nationale soit adopté dès que possible, pour que nous puissions commencer à désengrillager afin de libérer nos forêts et leur permettre d'exprimer pleinement leur bienfaisante dynamique naturelle. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur